Podcast. La dépression, je recommande fortement. Oui. Mais est-ce que c'est causé, tu penses, par... enfin, pas causé principe, je veux dire, mais genre... quel raisonnement provoque ça? Est-ce que c'est, par exemple, l'impression d'omnipotence du mal? Pour le dire simplement. Je sais pas s'il faut que ce soit dans le podcast ou pas, mais... Ma sensation, au fond... Et c'est une réflexion très préliminaire, parce que c'est infiniment plus facile d'analyser les autres que de s'analyser soi-même, mais... Ma sensation, au fond, c'est que j'en suis parvenu à ce point de dépression, à ce nouveau plus bas dans la dépression, en grande partie à cause du bullshit contemporain sur les intelligences artificielles. Ah ouais. Et je crois que c'est le Zeitgeist, magnifique mot, absolument intraduisible, mais qui correspond parfaitement à ce sentiment. Je pense que c'est le Zeitgeist sur le rapport des humains à la création et le rapport de la machine au sens, et la réalisation que toute une partie de mes congénères se fichent totalement de la question de l'attention et de la question de l'intention. Mais tu le vois quand tu traverses la rue. Enfin, tu le vois quand tu marches dans la rue, parce qu'il n'y a même pas besoin de traverser. Ces sociopathes qui sont nés dans leur téléphone et qui pensent que c'est à toi de t'écarter de leur chemin. Ils marchent au radar. Et ils se prennent jamais personne parce que ça leur est dû que tu les esquives. Les vélos sur le trottoir, avec des AirPods dans les oreilles. Parce que pareil, c'est à toi de pas te faire briser la clavicule par un vélo qui te rentre par l'arrière. Et évidemment, les 70 ou 80% de... non pas de conducteurs, mais de gens qui sont dans une machine de 2 tonnes qui roule presque de manière autonome. Et eux, pendant ce temps-là, sont nés dans WhatsApp. C'est cette sociopathie, quoi. Et je pensais que cette sociopathie était créée par la technologie ou était révélée par la technologie. En fait, elle a toujours été là. Et tu la vois dans... oui, cette incapacité à mes contemporains d'en avoir quelque chose à foutre de l'attention et de l'intention. Et donc, moi, je suis là devant mon petit ordinateur ou avec mes stylos ou avec mes gouges, avec mes encres, avec mes tampons, à me saigner, quoi, à me dire... ou derrière mon piano. Nouveau développement. À me dire, j'ai envie de mettre du sens là-dedans. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'exprimer quelque chose. Et la vérité, c'est que les gens s'en tapent. Et que ça pourrait sortir d'une machine, ce sera la même chose. Alors, je pense pas. Si. Non, mais pour les... Oui. Pour les 3 personnes parmi lesquelles qui nous écoutent, qui sont des fans absolus, ce que je m'explique toujours pas. Évidemment que ce serait différent. Mais pour les 99, et t'ajoutes autant de 9 qu'il faut après la virgule, de gens qui soit ignorent complètement mon existence, tant mieux pour eux, soit ont vu mon nom une fois passer dans un bout de Twitter ou au hasard encore aujourd'hui dans le Progrès, parce que pareil, je m'explique pas. Ça changerait rien, et ce serait pareil si c'était ChatGPT ou Midjourney. Et tu fais, oui, d'accord, donc à quoi bon? À quoi fucking bon? Il faut juste que tu trouves un sens, quoi. Non, c'est le problème. Le problème, c'est que le sens, je l'ai. Bah, ou alors... Mais qui compte pas. Oui. Tu devrais écrire à Craig. Je suis persuadé qu'il est passé par ce genre de réflexion aussi. Et j'aurais mieux fait d'arrêter de jouer plus tôt. J'aurais plus de cerveau. Rien ne sert à rien. Et par conséquent, tout est un cadeau. Mais tu dis ça parce que t'es profondément catholique, bordel. Oui, c'est vrai. Non, mais... Ça fait pas de moi une bonne personne parce que, ce qui est tragique, tu vois, c'est ça, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire l'échange avec toi. Parce que tu serais un cadeau exceptionnel. Tu serais un cadeau à la crème. Oui, mais j'aurais la fougue des convertis et je crois pas qu'on ait besoin de ça. Pendant quelques années, après ça irait mieux. Et moi c'est l'inverse, tu vois. Ah ouais. Oh, tu serais un piètre athée. Et un encore pire agnostique. Non, je serais bon protestant, je pense.
Mais genre, la frange protestante qui en a rien à foutre, tu sais, juste qui existe, qui a une religiosité pour se satisfaire un petit peu la tête, et puis... Enfin, un cateau d'aujourd'hui, en fait. Pardon. Tu serais un bon protestant de New York. Oui, c'est ça. Ceux qui ont les églises avec des drapeaux gays dessus. Mais oui, non mais ceux qui sont protestants, histoire de le dire que, quoi. Oui, voilà, c'est parce qu'il faut bien un nom d'église, quoi. Tu serais un bon WASP. Okay, quelqu'un qui finalement n'a... Non mais en plus t'es blanc, donc c'est... Oui, je suis désolé. Mais quelqu'un qui n'a que du privilège et que c'est... Et ça vaut pour moi, hein. Et dont les petits soucis sont finalement assez inconséquents, quoi. Et donc la religion est assez inconséquente. La religiosité est assez inconséquente. Non, la conséquence, c'est une de mes grosses interrogations. Puisqu'on est sur la psychologie, je vais je vais diverger sur la psychologie de comptoir, parce que les choses profondes que tu dis doivent être contrebalancées par des choses plus légères. Et du coup, c'est pour moi la responsabilité ou le sens de la conséquence, justement. C'est ça qui échappe de plus en plus. Et ça a toujours été le cas, on a toujours cherché à fuir les conséquences de ces actes, mais avant c'était réservé à peut-être, je sais pas, quelques puissants, tout ça. C'est toujours le cas évidemment, mais la technologie en fait permet à plus de monde à échapper aux conséquences de leurs actes. Et c'est l'anonymat sur Twitter, c'est les trolls, c'est tout ça à la base, c'est ça s'applique dans beaucoup de champs différents en fait. Et j'ai pas regardé le I.O. de Google, mais j'ai vu quelques articles dessus. Et j'ai vu le Google Magic Editor du coup. Et donc cette fonction où tu cadres pas un sujet correctement pendant ta photo, et du coup tu peux bouger ton sujet a posteriori, et l'intelligence artificielle va tout reconstruire derrière pour faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Et il m'est venu à l'esprit que la technologie était une mère castratrice un petit peu, qui te refusait le droit à l'erreur, et donc de la prise de responsabilité, et donc la maturation, et donc qui te condamne à une crise d'ado perpétuelle, avec des petits caprices épisodiques comme ça qu'elle va satisfaire le plus vite possible. Et voilà, c'est ça le vrai problème avec la tech. Je pense. J'aime bien ton image. Je connais les mères castratrices, c'est pour ça. Don't we all? Bonjour maman. On la salue. Non, mais qui maintenant sait toutes les saloperies que je raconte sur elle dans ce podcast, donc et qui m'a accordé le droit à l'erreur. Mais c'est pas vrai en plus, et je crois que c'est pour ça que c'est une bonne. Non, mais je quitte à continuer à faire de la psychologie de comptoir. Et évidemment que les parents créent des névroses profondes, et je suis pas sûr qu'il faille être pour un style de parenting particulièrement. Voilà, on n'est pas des chiens, quoi. Je crois que les parents qui sont capables d'excuser les erreurs de leurs gamins sont quand même un peu meilleurs que ceux qui laissent rien passer. Mais enfin, je me connais, je suis du genre à rien laisser passer. Et je crois quand même que ne pas laisser passer, allez, disons, 75% des trucs, c'est peut-être mieux que tout excuser. Et quand je vois le Magic Editor, ouais, je suis paniqué. Enfin, on continue sur ce registre. Ça me fait profondément peur. Enfin, tu vois la démo, c'est littéralement tu réinventes le monde. Tu décales un banc à un endroit où il n'est pas. Tu inventes des ballons qui ne sont pas là. Potentiellement, tu effaces des gens qui sont à côté du gamin dans le banc. Ça, c'est l'exemple juste en dessous. Tu sais, c'est devant la cascade d'Islande. Là, ils effacent les gens, ils enlèvent la sangle du sac, ils refont le ciel. Enfin, plus rien n'est vrai. Les souvenirs sont altérés, quoi. C'est ça. Et on le voit déjà avec encore exemple que j'adore, ces gamines qui sont pas capables de se reconnaître dans le miroir après avoir utilisé Facetune sur Instagram. Et donc là, t'es même plus capable de reconnaître la réalité. Ok, d'accord. Et à côté de ça, t'as ces technologies génératrices qui attaquent la culture pas de service, qui inventent une réalité alternative. Donc, la réalité vraie, et ça me tue d'être obligé d'accoler ces deux mots, peut être retouchée. Et par ailleurs, c'est infiniment plus facile de créer des réalités alternatives que de capturer la réalité vraie. Je ne vois pas comment quelqu'un qui passe ne serait-ce que 10 minutes
par an à se poser des questions sur la vie ne peut pas être absolument paniqué par ça. Et je crois que, enfin, plus j'y pense, plus je me rends compte que ce qu'on raconte, toi et moi, depuis plusieurs épisodes, est presque trop faible, que ce que j'ai écrit est presque naïf, et qu'en fait, il faut que je sois beaucoup plus fort dans ma critique. Oui. Parce que non, en fait, c'est terrible. On est en train de rendre impossible toute forme d'attention, dans les deux sens du terme. On est en train, pour prendre une formulation qui plaira à le catholique en toi, d'exterminer toute possibilité d'humanité. On est en train, littéralement, de détruire la charité. Plus que ça encore, mais oui, c'est une bonne... En fait, oui. Simone Weil parlait de la rencontre avec le divin de deux manières possibles, soit par la beauté, soit par le malheur. Et par la beauté parce que par la contemplation et du coup la part de divin, tout ça, et par le malheur, par la souffrance et l'interrogation qu'elle suscite et le problème du mal en fait au final, quoi. Et ce sont deux portes d'entrée, quoi. Et ces deux portes d'entrée... Ah, donc j'ai encore une chance d'être... Oui, non, tu sais, chez certains s'est converti très tard dans sa vie. Donc... Tu es un vil flatteur, je ne relève pas. Continuons. Disons que je crois ce que je crois. Et, et le fait est que ces deux portes d'entrée sont de plus en plus barrées, quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant c'est encore plus visible, et encore je crois que... c'est à la fois plus visible et plus insensible. C'est plus visible parce qu'on s'attaque au monde réel, physique, qu'on peut voir, à la sensibilité. Mais c'est insensible parce que c'est bien plus ancien que ça. C'est un processus très ancien qui est plus dans les idées auparavant, où il faut redéfinir le réel en tant que définition, en tant que concept, en tant que... Et du coup, les raisonnements qui en suivent après, je crois que ça remonte, on va dire, vers le 19e siècle, un truc comme ça peut-être, mais toute une réflexion qui date de cette époque-là et qui s'est mise en branle avec l'industrialisation et tout ça, et où on arrive aujourd'hui à ça, et où plus tard, on aura nécessairement une espèce de masse informe, quoi, avec des expériences qui viennent directement, je veux dire, on est encore sur la psychologie de comptoir, on va aller sur la philosophie de comptoir, et là on est dans l'expérience de Matrix où tout le monde est branché au même truc et reçoit les mêmes trucs, c'est un peu ça, quoi. C'est à la fois ultra personnalisé, ultra global, et c'est vers ça qu'on s'oriente, et avec une fermeture totale des sens à la possibilité du réel, et donc de Dieu. Je ne peux pas résister à un point, Simone Weil. Cette semaine, j'avais mal au dos. Petit lumbago qui revient de temps en temps. Et donc, j'ai une boîte de kétoprophène dans la pharmacie. Kétoprophène, j'aime beaucoup parce que tu sais que t'as mal, mais tu n'arrives pas à sentir ta douleur. Tu es comme coupé de toi-même. Les technologies dites intelligentes, dites artificielles, dites génératives, c'est la kétoprophène de l'informatique. Et pour reprendre ta citation de Simone Weil, et donc le monde est pas aussi beau qu'il pourrait être. Tu vois, t'as pas la première condition pour rencontrer le divin, donc on le retouche. Et le monde est pas complètement terrible, autre condition pour rencontrer le divin, mais enfin quand même, ce serait pas mal d'en inventer de nouveaux. C'est ça, tu sais que la douleur est là ou que la beauté est là, et tu te coupes de cette douleur et tu te coupes de cette beauté. Et t'es dans un espèce d'entre-deux, un mais, tu vois ? C'est ça. C'est peut-être ça le véritable opium du peuple, quoi. La condition d'un manque d'attention, encore une fois, mais peut-être encore pire, d'une espèce de passivité face aux choses. Oui. Face au monde qui t'entoure, face aux autres, face aux gens qui t'entourent. Et je dis depuis toujours que la réalité augmentée, ce sera sans moi, mais j'étais pas sûr de savoir pourquoi. Maintenant, je suis absolument certain de savoir pourquoi. Nous vivons dans un monde formidable. Et c'est bien le problème. Un peu trop formidable. Je lisais l'article de Ted Chiang sur The New Yorker, un petit journal de province, qui s'appelait « Will AI become the new McKinsey ?»
Et il y avait une phrase qui m'avait... Bon, tout l'article est très bien, mais une phrase m'avait frappé, c'était... Où il définissait le capitalisme et en disant que c'était cette espèce de machine qui allait tout faire pour empêcher qu'on puisse l'éteindre, et que l'arme la plus efficace de son arsenal, c'était de nous convaincre qu'il n'y avait pas d'alternative au capitalisme. Et attention pour religion, franchement, je crois qu'on n'a jamais eu le bingo aussi rapidement dans un épisode. C'est exactement ce qu'on dit dans l'Église sur le diable. C'est que une des tactiques, comment dire, Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est tout puissant parce que il l'est et c'est tout, quoi. Et Satan, pour être puissant, il est forcé de convaincre tout le monde de sa propre, soit de sa propre inexistence, soit de faire croire à une toute puissance maléfique. D'où l'omniprésence de nouvelles alarmantes, tragiques, l'absence d'un bien concret en tant qu'opposé au mal, parce que tout idéal est très vite terni. Tout bien, du coup, est forcément à venir dans un monde meilleur et non pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative. Du coup, oui, voilà, on est dans un monde satanique. C'était pas du tout le sujet principal qu'on avait prévu pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. On en reparlera au prochain épisode du sujet principal qu'on avait prévu. Mais quelque part, c'est l'erreur, c'est le péché originel de Marx, quoi. C'est de croire d'avoir cru qu'on pouvait parvenir à la fin du capitalisme pour célébrer le communisme. Et c'est en ça que c'est vicieux, le capitalisme, c'est qu'il refuse de s'éteindre. Et qu'il a des tactiques pour continuer à se renouveler en s'appelant sous d'autres noms. Oui. Le socialisme chinois, c'est le triomphe absolu du capitalisme, en vrai. Oui. Mais il y a un côté caméléon, effectivement. Et on ose l'appeler Parti communiste chinois, alors que c'est un organisme d'organisation du capitalisme le plus sauvage et le plus cruel. Oui, accessoirement, oui. On parle de crimes contre l'humanité, tout ça pour produire des iPhones. Il y a aussi des Nike. Et aussi des baskets. Et c'est le danger, j'ai déjà beaucoup écrit là-dessus, sur le côté, ces intelligences sont pas du tout artificielles, puisqu'on exploite une case de tâcherons du clic pour créer les modèles, et on utilise ces machines pour oppresser nos propres tâcherons. Encore une fois, cet exemple de Google Duplex qui va appeler à ta place le coiffeur, donc c'est-à-dire que t'es à ce point sociopathe, t'es à ce point au-dessus de tout, que tu ne peux même pas consacrer 30 secondes à appeler ton coiffeur pour prendre un rendez-vous. Oui, et le pire, c'est que la solution même n'est pas une alternative meilleure que ce que tu aurais fait, toi, avec tes moyens. Non. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à tous les niveaux, on y perd. Ouais. C'est un pacte avec le diable, littéralement, parce que, on perd vraiment à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que même l'avantage que tu crois gagner, au final, est une dépréciation de ton travail, est une indifférenciation de ton œuvre, et aussi une généralisation globale de tous les efforts artistiques, tout ça, enfin un anéantissement, pardon, je vais réussir à le dire, de tous ces efforts-là, de toutes ces forces vives, quoi. Et donc, non, ouais, on gagne, enfin, ce qu'on gagne là, comme toujours avec le capitalisme, quoi, c'est toujours très court terme. On rentre dans la machine parce que on voit un gain, un bénéfice très immédiat. Mais à quel prix, et surtout pour quel résultat au long terme, quoi. Et le truc qui m'inquiète le plus dans tout ça, et je le dis pour suspendre cette conversation plutôt que la clore, mais parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, c'est que ce développement nous rapproche, toi et moi. C'est-à-dire que tu viens de critiquer le capitalisme, et tu m'as fait hocher la tête en parlant de Satan. Et on s'est pas mis dessus, on s'est pas engueulé. Et je trouve ça effroyablement terrifiant. Oui, il fut un temps où on se brûlait les uns les autres. Merde à la fin, Anthony. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, effectivement, ça veut dire que l'ennemi commun est plus imposant que tout ça, quoi. Tu vois? Tu vois le souci? Regardez. Aïe, il y avait des choses à regarder. Pas mal de choses. J'ai fini Bif, qui s'appelle Acharné en français. Ce qui n'est pas une traduction extraordinaire, mais j'ai pas trouvé de meilleure traduction dans ma tête, donc je vais rien dire. Est-ce que je te dis ce que j'en ai pensé?
Je veux savoir, parce que je pense aussi des choses là-dessus, mais d'abord toi. J'ai pas fini de penser dessus, pour être honnête. Moi non plus. Mais ok, ça me rassure. Ce qui est déjà en soi une pensée. Non, parce que c'est pas toutes les séries qui font ça, je veux dire. Voilà, c'est. Non, la première impression, c'est que et qui est purement formelle, c'est la surprise de la qualité. C'est devenu rare et inattendu d'avoir ce genre de qualité, surtout au niveau photographique, surtout au niveau du montage, sur Netflix. Netflix qui est quand même, c'est lui-même épuisé parce qu'avec les mêmes scénarios tout le temps, juste avec des pays différents, des acteurs différents et des lieux différents. Voilà, là t'as A24 qui vient insuffler une créativité, enfin t'as Netflix sous perfusion quoi. Bon, on sait pas combien de temps ça va tenir, mais c'est vraiment, ça fait du bien quoi. C'est un peu le White Lotus de Netflix, ça c'est ma pensée. N'ayant pas vu White Lotus, je ne peux pas confirmer ou infirmer. T'as vu White Lotus ? Non. Anthony, il faut absolument que tu regardes White Lotus. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie. Écoute, je sais pourquoi t'as pas envie. C'est parce que tout le monde te dit Anthony, il faut que tu regardes White Lotus. Mais je te le dis très sincèrement, il faut que tu te fasses ce cadeau à toi-même. D'accord. Je suis très sensible dans Beef à la question du rythme. Je disais il y a 15 jours que le premier épisode, il avait fallu que je m'y reprenne à 2 fois pour le voir en entier. Ça me l'a fait avec d'autres épisodes. Et en même temps, si tu prends toute la saison, on va dire, elle ne fait qu'aller crescendo. Ouais. Et donc c'est un élastique très tendu, mais c'est un élastique. Donc il y a des endroits où ça... Oui. Voilà. Et il y a énormément de séries où tu vois venir la résolution 2 ou 3 épisodes avant la fin, et d'un coup le ballon se dégonfle. Ouais. Il faut tout finir, quoi. Et là non. C'est-à-dire que jusqu'au dernier quart d'heure, alors évidemment quelque part le dénouement quand tu arrives à l'avant-dernier épisode, il est évident. Oui. On va pas spoiler, mais c'est absolument évident. Et il y a ce coup de génie formel qui est, on change toute la narration, on change tout le formalisme, on change toute la photographie, parce que ça y est, le dénouement est connu, et donc on renverse complètement la manière de faire cette série pour quelque part te délivrer dans le dernier épisode et te montrer ce que t'attendais dès le départ, mais avec des twists au passage. Et donc jamais la pression ne redescend. C'est une immense cocotte minute. Je mélange mes métaphores. Élastique, cocotte minute. Et la soupape de la cocotte minute ne se met à tourner que dans les 25 dernières minutes. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt brillant. J'ai même envie de dire que c'est plutôt très bien. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est J'ai même envie de dire que c'est probablement assez fantastique. On va le dire. J'aime pas trop d'habitude l'usage de assez avec un adjectif plus fort, mais écoute, c'est toi et t'as raison là-dessus. Ok. C'est mon amour des adverbes, je ne peux pas. Non, je comprends. Je ne peux pas lutter. C'est bien, c'est vraiment bien. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que avec White Lotus, du coup, sans rien te spoiler, puisque tu le verras après, surtout la saison 2, c'était une. Comment dire ? C'est vraiment qu'avec cette série-là que je peux faire un parallèle parce que c'est la même expérience de visionnage. C'est-à-dire que j'avais à la fois de l'appréhension, autant d'appréhension que d'envie de regarder la suite. Et j'étais totalement dedans. Enfin, il y a beaucoup de questions après et chaque personnage est intéressant. Moi, je suis un mix entre la milliardaire et la grand-mère, je pense. Et et non, c'est rare d'avoir. Enfin, putain, je veux dire des trucs tellement plats. Mais c'est vraiment rare, encore une fois, d'avoir ce genre de qualité. C'est-à-dire que c'est hyper dense et à tous les niveaux que tu cherches. C'est-à-dire que si tu regardes d'un point de vue purement formel, tu trouves ça génial. Si tu regardes d'un point de vue purement scénaristique, c'est plutôt très bien aussi. Si tu regardes d'un point de vue social ou de la critique sociale ou ce que tu veux, pareil, tu trouves ton compte. Enfin, tout est bien. Les musiques sont bien. Enfin, tout est bien. Ça m'ennuie. Non, le seul truc que j'ai trouvé moins bien, mais évidemment, ça c'est le gâteau qui parle, c'est la discussion évidemment sur à la toute fin, où il y a 2-3 moments où je me dis, ah tu vois, c'est dommage que la seule expérience avec les religieux était dans une église évangélique, quoi. Mais c'est parce que c'est le gâteau qui parle et qui, ah oui. Et qui regrette une forme de cynisme là-dessus. Mais pourtant, je comprends très bien ce qu'ils ont voulu dire et je vais pas dire que je suis entièrement. En même temps, la critique pas du tout subtile de la chose devrait t'attirer. Non, oui, c'est un petit peu, je vais être honnête. Mais mais d'un autre côté aussi, c'est bien aussi qu'ils aient
envisager la chose. Comment dire? Je pense que c'est des... Comment dire? Tout ça, c'est fictif, évidemment, mais je pense que les personnes qui ont écrit ça ont vécu des choses profondes. Et ont réussi à le dire, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Voilà. Il faut que tu regardes White Lotus. Non. Buzz Lightyear. Je crois... Tu l'avais vu au cinéma, toi, non? Vu au cinéma, mon Dieu, oui. Ouais, et il a popé dans MyCanal, donc du coup, je me suis dit, allez. J'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots de critique, et je crois que ça suffit. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Heureusement qu'il y a le chat. Pas mieux. C'est tout. Pas mieux. Alors, j'avais un argument pour le regarder, c'est que Chevelu, il était un peu sexy. Vite fait, mais même ça n'a pas tenu. Non, le chat est très bien. Ah, c'est la seule raison de regarder ce truc. Et littéralement toute l'intrigue est résolue par le chat. Tellement. Absolument tout. Donc en fait, c'est le seul personnage qui compte. Et rien ne pourrait se faire sans lui, et tout pourrait se faire sans les autres. C'est tellement étrange comme film. Je veux dire que ça existe. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent de Cendrillon 3, tu vois. C'est les films qui passent directement en VOD. Enfin, tu vois. Non, c'est plus méta que ça. Ce serait l'équivalent d'un documentaire sur la réalisation de Cendrillon 3. Tellement. Non, mais c'est exactement ça. Mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Et je sais que Nicolas a bien aimé. Je suis désolé, Nicolas. Mais... Oui, mais parfois Nicolas a mauvais coup, bordel. Ok. Non, mais je suis assez chagriné par cette vague de films et de séries télé qui ne tiennent pas debout tout seuls. Tellement. Pour rebondir là-dessus, justement, j'ai bien nommé la légende de Vox Machina. Et tu prends juste le Machina, tu mets X devant et tout est ça. C'est-à-dire que tout est magiquement résolu. C'est tellement dommage. L'action n'a aucun sens. Les enjeux sont montés en mayonnaise sur plusieurs épisodes et résolus en 2 secondes. Il y a certains mystères qui sont obscurs, épais, qu'on sent un peu dangereux et qui aboutissent sur une révélation qui est ultra convenue, ultra béni oui. Par exemple, à un moment, il y a un personnage qui s'acoquine avec une espèce de déité très sombre et tout, et en fait, elle veut juste que tout le monde accomplisse son destin. Enfin, non, mais c'est que ça en fait. Donc, le seul truc qui a sauvé cette série pour moi, parce que même l'animation est à chier, ben, c'est des Américains, donc c'est normal. Le seul truc bien, c'est que j'ai trouvé un peu attachant, parce que j'ai quand même tout regardé, faut pas non plus déconner, c'est que c'est Donjons et Dragons, quoi. Donc t'as tous les archétypes de Donjons et Dragons, tout ça, et c'est la fantasy, tout ça, bon, ok, tu te retrouves là-dessus. Mais franchement, ça vaut pas un copec, quoi, sinon, ça c'est terrible. Y a rien qui tient debout, rien. Un truc que j'ai trouvé assez intéressant, et pourtant j'aurais pas misé 1 centime dessus, c'est Unstable, qui est sur Netflix. Ok. Où dans un grand moment de faiblesse, je me suis dit, allez. C'est absolument absurde. C'est l'histoire d'un type qui est à la tête d'une entreprise de biotech, qui vient de perdre sa femme. Son fils est à New York. Il pète un câble, et son fils rentre à la maison pour essayer de le stabiliser. D'où le Unstable. Une espèce de Musk, mais genre Musk qui aurait des idées, qui serait intelligent, et qui serait capable d'avoir... et qui en plus serait drôle. Et pas raciste. Ça existe. Donc pas du tout Musk. Oui, voilà. C'est bon, ça fait loin là quand même. C'est absolument absurde, mais dans le genre saison 1 de Ted Lasso. Et quelque part, ça m'a rappelé le problème avec la S3 de Ted Lasso, qui est le côté, ça se prend affreusement trop au sérieux. Quel dommage ça. C'est devenu une série de prestige, quoi, ouais. Avec des enjeux énormes et tout ça. Et donc, c'est plus du tout drôle. Là, ça se prend absolument pas au sérieux. Ça sait que c'est complètement stupide, mais ça le fait bien. Et donc, c'est drôle. Et on a littéralement bouffé ça en une soirée. C'est la première fois qu'on binge depuis des années. Bah écoute, je vais le regarder alors. Donc, ça, c'est drôle. Faut pas du tout le prendre au sérieux. Oh, ça me va très bien. Un truc léger, c'est très bien. Comme bon mouton lobotomisé, j'ai besoin que de ça maintenant. Voilà. Moins léger, mais un peu quand même. J'ai commencé les Gouttes de Dieu. Non, tu sais quoi, je vais pas en parler maintenant. Si, parle-en, parce que je vois les Gouttes de Dieu dans Apple TV et dans mes canaux depuis des semaines. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours refusé de ne serait-ce que cliquer sur la vignette pour savoir ce que c'était.
Et en voyant Les Gouttes de Dieu apparaître dans les notes, je suis allé vérifier sur IMDb et j'ai appris à ma grande surprise que d'abord c'était une adaptation d'un manga. Absolument. Et donc que ça se passait en partie au Japon. Oui. Mais que ça parlait de vin. Oui. Non, le titre en français est vraiment dégueulasse. Hein. Enfin, je veux dire, on peut pas comprendre. Non, mais je vois très bien du coup le titre japonais. Oui, non, mais voilà. Donc je vois la traduction très littérale du titre japonais. Et du coup, ça me donnait pas envie. Tu vois. Non, voilà. Pour revenir à mon souci avec la religion. Bon, ils auraient appelé Beef, Buff, tu vois, ça aurait été bizarre aussi. On aurait cru que c'était des musiciens qui fumaient de la beuh tout en faisant un peu de guitare, mais pourquoi pas. Mais non, écoute, j'ai commencé tout juste, donc je vais réserver ma critique pour l'instant, mais il y a quand même, le deuxième épisode est beaucoup en français, ça se passe essentiellement en France, et les parties en français sont plus faibles. Alors je ne pense pas que ce soit que lié au fait que ce soit un Français qui écoute du français, quoi. Au moins il y a un truc bien, c'est que les acteurs et les actrices articulent. Ça, c'est très rare, je trouve, en français. Mais certaines phrases sont juste cheloues. Enfin, écrites vraiment... tu vois France Télévisions, quoi. Est-ce que c'est un peu comme Emily in Paris, où quand il parle français, t'as l'impression que ça a été écrit en anglais et traduit avec Google Translate? Un peu, des fois. Ou alors, c'est des gens qui disent... Non, mais les jeunes, ils disent ça maintenant, tu vois. Tu sais. Ouais, d'accord. Okay, un peu. Ouais. Pas tout le temps, mais un peu. Après, cela dit, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Petit 1, le Japon. Facile. Et petit 2, et peut-être pour te consoler un petit peu, parce que ça existe des gens qui sont attentifs à ça, c'est l'attention absolue qui touche au génie du coup des personnes qui sont spécialistes dans un domaine très précis. Et l'admiration qui en découle, et l'incompréhension aussi qui en découle. Parce que très vite on voit que les deux personnes, les deux protagonistes, sont totalement incompris du reste du monde, quoi. Et genre, limite, le reste du monde est un peu hostile. Mais derrière, ils ont un génie absolument incroyable et unique. Et c'est leur vie, quoi. Et franchement, c'est super intéressant. J'avais une amie qui était œnologue, qui m'avait... c'est peut-être elle qui a réussi à me faire comprendre pourquoi j'aimais le café. Parce que c'est assez étrange. Okay. Mais qui avait justement un peu entraîné mon palais et mon nez. Et à chaque fois que je repense aux conversations qu'on a eues, il y a un côté... Si des gens étaient dans la salle en même temps que nous, ils nous auraient acheté des cailloux, quoi. Ouais. Parce que c'est absolument incompréhensible ce que tu racontes. Et des micro-détails de... là, il y a de la vanille, mais c'est pas de la vanille de Madagascar. Et puis t'as l'impression que le pot a été laissé longtemps ouvert. Et donc, du coup, elle est un peu éventée et machin. Hein? En même temps, c'est exactement ça. Bah, faut que tu regardes Les Gouttes de Dieu. Ok, bon. Donc, Les Gouttes de Dieu et White Lotus, bien sûr. Et White Lotus. Il y a 2 saisons. La deuxième, je crois, est meilleure, te plaira plus. Mais la première est très bien aussi. Il faut la regarder absolument avant. C'est important de la regarder aussi. Et de tenir. On a spoilé l'épisode 66. Écoutez, j'ai écouté peu de choses parce que j'ai pas besoin de juste. Est-ce que tu as écouté le nouvel album de Moby? Alors attends, parce que j'avais écouté le premier avec Gramophone là. Reprise. Ouais, j'ai écouté Reprise. J'ai écouté reprise de Mobile. Mais j'ai mettre l'accent là où il y en a pas. Mais non, j'ai pas écouté le nouveau. Le nouveau s'appelle Resound NYC. C'est une compilation de reprises de ces morceaux sur New York, on va dire, avec un cast assez incroyable. J'aime bien Moby à la Deutsche Grammophon. J'aime bien l'idée qu'il sent bourgeoise, tu vois. Oui. Et c'est très... J'arrivais pas à trouver un mot en français, donc j'ai dû taper lush dans Antidote pour aller trouver riche, luxuriant. C'est presque trop orchestral parfois, mais je suis pas sûr d'arriver à trouver ça désagréable. C'est très Moby, tu vois, c'est l'inverse complet de ce qu'on parlait il y a 15 jours sur Bangalter. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais surtout parce que, enfin, c'est aussi, le processus est totalement inverse. C'est genre, il a composé ça de manière... déjà de base avec un truc un peu électro en tête, mais aussi avec des samples, tout ça, qui ressemblaient déjà à des instruments orchestraux. Oui, et oui. La manière dont il interprète ça ensuite à nouveau, forcément, c'est toujours plus simple de faire le transfert d'un morceau existant en version orchestrale que de créer l'orchestral direct, quoi. Mais quelque part, c'est de l'électro-acoustique. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien dit. Et je trouve que je crois que ça marche pas trop mal.
J'en doute pas, ouais. Donc si tu l'as pas écouté, j'aimerais quand même bien savoir ce que toi t'en penses. Écoute, je viens de l'ajouter à ma playlist et je l'écouterai. Je l'écouterai. Merci. Moby, c'est un mec bizarre quand même. Mais on en parlera une autre fois. J'ai écouté le dernier. Comment on dit son nom? Faced? Je sais pas. On va dire Faced, mais je pense que à chaque fois j'ai des doutes. Qui s'appelle Multitudes. Donc Multitude avec un S. Et. Non, parce que voilà, c'est bien. J'étais resté, enfin j'avais pas du tout, enfin j'avais complètement zappé en fait sa carrière depuis The Reminder, donc c'est dire de quand ça date. Ah oui quand même. Ouais, non terrible. Alors qu'en plus elle mérite pas ça. Enfin c'est très bien ce qu'elle fait d'habitude et tout, mais je sais pas. Enfin j'avais pas écouté les albums en entier quoi. C'est plus complexe, moins accessible, mais c'est très bien écrit. Et il y a deux ou trois titres qui sont quand même vraiment vraiment beaux. Je pense notamment Red Wing. Très très doux. En fait, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est ça, c'est qu'elle, enfin, elle a une super plume, quoi. Et il faut lire les textes pour comprendre la musique. Et j'aime bien cette démarche-là. Donc non, ouais, j'aime bien. Bon après, j'avoue, The Reminder était plus accessible et j'aime bien le côté plus accessible où tu peux te dandiner directement sur My Moon, My Man, c'est genre. Ça c'était génial. Enfin, c'était. Il y a le côté direct, tu vois, c'est genre connexion, bam. Mais là, ouais, non, il faut rentrer un peu dedans, mais ça vaut le coup, c'est bien. Dans le genre de truc où je suis pas du tout rentré dedans, j'ai écouté Secret Life de Fred Again et Brian Eno. Again, c'est vraiment son nom de famille? Non, c'est son pseudonyme. J'ai eu tu m'as collé un doute pendant une microseconde et je ne sais pas pourquoi. Je connaissais pas du tout sa biographie à ce type-là, mais Rune, magnifique, dit tout ce qu'il faut savoir sur la musique que t'écoutes. Et donc en fait, c'est un fils d'Aristo qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, et puis grosso modo, il fait mumuse avec Tractor quand il s'ennuie, quoi. Et ça s'entend. Et je trouve Brian Eno particulièrement complaisant sur ce coup. C'est pas de la musique d'ascenseur, c'est plutôt du bruit pour sauter du 40e étage, tu vois. Oh, dur. Non, juste. C'est pénible à écouter, quoi. Et c'est de la musique quasi ambiante, pénible à écouter, faut quand même le faire. J'avoue. C'est un bon point. Et à l'inverse complet, en termes d'ambiance, il y a Casa Overall que j'aime beaucoup, qui avait commis, comme je dis, l'excellent, c'était Go Get Ice Cream and Listen to Jazz. Il fait des mixtapes qui vend sur Bandcamp à prix libre. Donc j'ai acheté les 3 et la 3e elle dure presque 1 heure et je l'écoute en boucle. C'est de l'espèce de jazz, hip-hop, rap, je sais pas quoi, et c'est génial. Et ça montre qu'il a une culture musicale incroyable. Qu'il est capable justement de prendre toutes ces influences, de les mettre ensemble et d'en faire un truc. Enfin, 54 minutes de mixtape, il n'y a pas une seconde où tu te dis là, la transition a été ratée. Ah, génial. C'est sympa, c'est chouette. Et ça permet en écoutant ça permet aussi de comprendre ces albums plus formels. Tu vois d'où ça vient. Et je trouve ça vraiment enthousiasmant. C'est sympa. Le jazz se change, se renouvelle, tu vois, aux US. Il se passe un truc. Et il le montre bien, et je crois que c'est vraiment un type à suivre. Ok. Et je crois que toi aussi t'as écouté du jazz. J'ai écouté du jazz, Anthony. Et j'ai même pas détesté en plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté Closer de Nils Vulker et Arne Janssen. Je sais pas, c'est des Allemands, c'est quoi? C'est des Allemands, Nils Vulker et Arne Janssen. J'étais très surpris en lisant les crédits de voir que Trent Reznor avait signé le premier morceau. Parce que Trent Reznor, donc autant je l'admire musicalement, autant son univers me dégoûte. Genre surtout Nine Inch Nails, mais pas que. Hein. Mais du coup, je sais pas, peut-être que ce morceau est une passerelle entre nous deux. Je sais pas, peut-être qu'on sera potes un jour. Je sais pas. Je suis très content d'entendre ça parce que je ne peux pas piffrer Nine Inch Nails. Terrible. Mais j'adore Trent Reznor par ailleurs. Non, en plus, le pire c'est qu'en plus, je crois que je suis plus d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que Nine Inch Nails, en fait,
Non, le pire, c'est que je pense que c'est réussi parce que ça me dégoûte. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que je crois que tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je crois que c'est une musique faite pour exprimer un truc qui me répulse. Donc, ça veut dire que c'est bien exprimé, tu vois. Oui. Donc, quelque part. Mais ouais, enfin, il est bon quand même. Il est bon. Mais le Reznor, compositeur de musique de film, Ouais. je le trouve génial. Non, quoi. mais enfin, je pense vraiment que c'est un génie, je pense. Ouais. J'aime bien le jazz accessible. Je parlais de l'accessibilité de Feist tout à l'heure, donc c'est pareil. Je suis pas très bon pour analyser le jazz. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai réussi à l'écouter en mode un peu concentré dessus, tout ça, et j'ai réussi à l'écouter en mode ambiant total. Et pour moi, j'arrive à faire ça avec Mozart aussi, donc ça veut dire que c'est pas mal. Je suis étonné que tu aies trouvé ça accessible. Ah ouais? Parce que Arne Janssen, notamment, je le connais mieux que Vulcain, mais Arne Janssen, pour moi, c'est la quintessence de la guitare jazz allemande. Ok. Et j'ai écouté à peu près tout ce qu'il a enregistré chez Act Records, qui est, on peut pas faire plus allemand comme label. Et le jazz allemand, j'aime pas le côté, j'aime pas essentialiser les Allemands, mais enfin. Allons-y gaiement. Le jazz allemand, c'est très allemand, quoi. J'ai pas dit le mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. et tout le monde voit très bien ce que je veux Bien dire sûr. quand je dis ça, quoi. Bien sûr. Et je connais moins Vulcain, mais justement, j'étais dans Rhône et je me suis rendu compte en regardant sa discographie que pas mal d'albums que j'ai écoutés où je trouvais que les cuivres étaient très précis et en même temps très chaleureux, bah c'était lui. Et très précis et très chaleureux, c'est une bonne description de la scène allemande contemporaine. C'est précis et chaleureux. C'est l'ingénierie allemande, tu vois, mais des sièges en cuir. Ouais, on met le cœur dans la précision, quoi. Ouais. Et ça peut être compliqué. Enfin, c'est pour ça que parce que je l'ai écouté beaucoup cet album quand il est sorti en février. Et je suis surpris que tu trouves ça accessible parce que ça allait pas tant que ça. Harmoniquement, c'est diabolique sur certains morceaux. Oui, bon, ça, je crois qu'on a passé ce stade quand même. Non? Non, mais non, mais d'accord. Ok. Encore une fois, j'ai écouté du Björk hein, déjà. Je veux dire. Oui, mais c'est pas la même disharmonie, Non, la même oui, dissonance. oui, c'est pas le même vocabulaire. Toi qui disais que tu savais pas analyser le jazz, c'est pas. Mais du coup, c'est peut-être ce qui te sauve, c'est qu'il y a des trucs qui te passent au-dessus. Je pense que c'est ça. Et aussi, je suis un peu trompé peut-être par les instruments justement, parce que c'est extrêmement acoustique. Je veux dire, souvent il y a des morceaux qui m'embutent un peu, sont beaucoup plus dans l'électro, tout ça. Là, c'est très, enfin, t'entends la guitare, t'entends le hautbois, tout ça. Enfin, il y a pas de problème, quoi. Lire alors. Alors, pas grand-chose de mon côté, hein. Je vais être honnête avec toi. Bon, il y a l'article dont je parlais tout à l'heure, on va dire, ça peut compter. Hein. Que je mettrai le lien dans la description. Je pourrais en parler pendant des heures de cet article parce que je suis pas d'accord avec tout, mais je crois qu'il faut le lire. Je crois qu'il faut le lire aussi, ne serait-ce que pour se rappeler de l'existence de McKinsey. Non, et puis Chiang a eu quelques articles sur l'intelligence artificielle de manière générale ces derniers mois qui sont de bonne facture. C'est doucement mais sûrement, c'est en train de devenir un des penseurs vulgarisateurs de premier plan sur le sujet. Oui, c'est bien dit. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai commencé la correspondance de Flaubert parce que je sais pas. J'ai rien lu sauf du Flaubert, monsieur. Non, mais c'est des lettres, c'est pas la même chose. Oh. C'est pas des vrais bouquins. Et je crois que c'est mon nouveau dada, les correspondances. Tu vois, j'aime bien. Ça satisfait mon désir, enfin ma curiosité, et en même temps, c'est court à lire. Mais le problème, Anthony, c'est que ma nouvelle passion le soir au lit, c'est plus de lire mon Kindle, c'est les mots croisés. Donc, ça, c'est un souci. Désolé. Non, t'es devenue une petite vieille mariée, je trouve ça bien. C'est normal. Je l'ai toujours été, Anthony. Je suis devenu ce que j'étais. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Tu sais maintenant ce que tu es. Exact. Il y a The Verge qui fait une série de papiers assez intéressante pour fêter le 25e anniversaire de Google. Je refuse de penser au fait que Google a 25 ans. Seigneur. Et qu'on y était. Non. Mais donc je mettrai le lien vers le premier papier dans la description. Et j'ai lu, il y a un film sur BlackBerry qui est en train de sortir, qui est basé sur un bouquin qui s'appelle Losing the Signal, que j'ai donc lu. J'espère que le film sera mieux. Je suis curieux de voir le film, j'avoue. Hein.
j'ai trouvé ce bouquin assez étonnant. C'est un bouquin qui promet d'étudier l'ascension de RIM, Research in Motion, qui faisait donc le BlackBerry, et sa chute. Mais on passe peut-être 75% du bouquin sur la chute et seulement 25% sur l'ascension. Et ça me pose un problème parce que, évidemment, que la chute est beaucoup mieux documentée. J'y étais, j'ai fait ma part de la documentation. Donc, promis, j'ai rien appris. Donc déjà, pendant 200 et quelques pages, rien pour moi à mettre sous la dent parce que j'y étais. Mais le truc qui est frustrant, parce que tu pourrais dire oui, c'est compliqué de retracer la conception du BlackBerry parce que, d'abord, on n'y était pas, et parce qu'il y a beaucoup moins de sources. Sauf que les auteurs, ils ont interviewé les fondateurs de RIM. Ils les ont eus sous la main pendant des douzaines d'heures. Pour une fois, un bouquin est écrit en ayant une documentation, des sources de première main, quoi. Pour une fois. Et ils n'ont pas exploité ce filon pour expliquer vraiment la conception du BlackBerry, quoi. On passe très très vite sur la conception du premier BlackBerry. Est-ce que c'est le même niveau de gâchis que Isaacson et la biographie de Jobs? C'est de ce niveau-là, ouais. Ah putain, quel dommage. Ça donne vraiment l'impression qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. En fait, et je peux le dire comme un journaliste en me disant « Ah, ils ont raté leurs interviews ». Et c'est dommage. Et en même temps, c'est bizarre parce qu'ils ont réussi à avoir des réponses très profondes sur des questions de relations interpersonnelles, sur comment la relation entre les deux co-CEO a aussi joué dans la chute de BlackBerry, et des trucs très, très profonds, quoi, même de la remise en cause personnelle, où ils arrivent à avoir des réponses, mais sur pourquoi vous avez créé le BlackBerry, comment vous avez fait, ça a été quoi, les soucis, rien. Et c'est passé en 80 pages, quoi. Je trouve ça... Donc j'espère que le film sera mieux, parce qu'en même temps, c'est une histoire assez formidable. J'ai un peu peur du film, la bande-annonce a l'air de promettre ce que tu dis là. Hein. Mais on verra. Il y a des scènes dans la bande-annonce qui sont pas dans le livre. J'ai l'impression qu'on va passer un peu plus de temps sur justement sur la... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que donne le trailer, c'est qu'on va passer du temps sur comment BlackBerry s'est imposé. Chose sur laquelle le bouquin passe très vite. Ok, bon. Ce qui nous emmène à acheter. Je vais pas dire toutes mes notes finalement parce que je me sens trop mal pour la Switch OLED. Je suis pas sûr de la garder en fait, encore une fois, donc j'ai vraiment un problème. Comme cette phrase ne sera pas coupée au montage parce que j'ai honte de toi. Non. Je veux que tu fasses ta chronique complète de cette supercherie. Dans supercherie, il y a super. Ah, il y a surtout chérie. Quelle est l'étymologie de ce mot? J'imagine que c'est du latin, tu vois, super au-dessus, superficiel, super. Chérie, mais par contre, je sais pas. Cet épisode nous est présenté par D-Brand, le D-Brand, votre partenaire pour protéger votre iPhone en toute quiétude. Je suis assez déçu. Antidote me dit emprunt à l'italien sopalciera, qui veut dire excès. Ah, c'est tout? Et de l'excès, il y en a dans ta conduite, monsieur Jourdain. Tout de suite, le jugement de valeur, monsieur Nélizin Santos. Je me sens attaqué, profondément attaqué. Je crois que c'était un safe space ici. J'ai jamais cru. Ok, alors, bon, petite histoire. J'ai tellement honte de moi. C'est absurde. C'est vraiment les first world problems, mais alors là, genre... voilà, bon. J'avais acheté au dernier épisode une Switch OLED Zelda, pas édition limitée d'ailleurs, c'est juste une édition collector. Et je l'ai reçue, et je l'ai déballée, et un mélange de chagrin et de dégoût s'est emparé de moi, parce que je n'aimais pas cette Switch OLED Zelda. Pourquoi je n'aimais pas cette Zelda, vous me demanderez-vous? Parce qu'en fait, je sais pas, en fait c'est bizarre. C'est-à-dire que déjà l'étalonnage est super chelou. Là, je mets une vraie raison pour pouvoir essayer de justifier de manière rationnelle ce qui était rationnel. Hein. Mais en vrai, l'étalonnage était très chelou. Entre les deux Switch déjà initiales que nous on a à la maison, parce qu'on a une Switch chacun évidemment. L'écran est un peu plus jaune sur l'une, bon voilà, ok. Mais là, c'était tellement plus bleu, c'était vraiment radicalement différent. Bon, c'était très bizarre. Mais aussi, l'autre truc, c'est que les Joy-Con sont tout dorés. En fait, c'était un objet précieux qui m'a intimidé, quoi, limite. Et alors que l'autre Switch, c'est un truc que je balance un peu, tu vois, c'est tout rond et tout ça, je sais pas. J'étais pas à l'aise, quoi. Du coup, je l'ai renvoyé. Et entre-temps, donc du coup, j'ai acheté Zelda, là, je joue dessus depuis quelques heures. Et entre-temps, il
Il y avait une promotion sur les Switch OLED normales, du coup j'en ai racheté une. Mais je sais pas si je vais la garder non plus. La phrase dans les notes qu'Arnaud refuse de lire, qui est en capitale. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête, Arnaud? Si je pose la question, Anthony, c'est peut-être que je cherche une réponse, n'est-ce pas? Ou peut-être à l'inverse, que j'aimerais ne pas avoir de réponse. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je me rends compte que il y a une chanson de Superbus, qui se souvient de Superbus? Il y a une chanson de Superbus qui s'appelle Addiction. Où Superbus étant le groupe relativement médiocre qu'il est, il y avait quand même 2-3 phrases intéressantes, mais c'est pas grand-chose. Non, relativement médiocre, je dis bien. Non, mais en plus j'adore Superbus, donc je peux pas dire que ce soit vraiment. C'est devenu médiocre, on va dire. Voilà. Dans le refrain, c'est j'additionne les addictions, je collectionne à ma façon. Et j'ai 35 ans dans quelques jours, et je pense que je me disais, tu vois, à 60 ans, je serais quelqu'un d'horrible parce que j'aurais pas travaillé sur mes défauts. Mais déjà à 35 ans, ça se voit. Et déjà à 35 ans, ça se propage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les addictions que j'avais dans certains trucs, se propagent à d'autres domaines que j'avais pas. Et donc maintenant, par exemple, je bouffe beaucoup plus. Et parce que quand je suis frustré, je mange. Et quand je suis, parce que avant je choignais la frustration par l'achat, mais l'achat c'est difficile maintenant que je suis au chômage. Donc voilà. Donc non, c'est l'équilibre de la vie est extrêmement précaire et souvent détrimentiel. Donc il faut faire gaffe. Tout le temps. Et ça suffit pas. Voilà. C'est devenu confession intime ce podcast en fait. Hein, incroyable. Au départ, j'avais juste mis un lien qui est un lien vers quelque chose que je n'ai pas acheté. Qui est je suis un grand amateur de la méthode Pomodoro et il se trouve que l'ami, fabricant de stylo plume, une de mes passions, rencontre une de mes autres passions, la méthode Pomodoro. Ces gens-là ont créé un studio de design interne qui bosse notamment sur des objets numériques. L'ami a lancé il y a quelques années un stylet qui utilise la technologie EMR de Wacom, un stylet qui a la forme d'un de leurs stylos plumes. C'est assez intéressant. Et donc ce studio de design interne a décidé de lancer une espèce de minuteur Pomodoro, qui est un objet évidemment connecté avec une puce Bluetooth qui a priori sera évidemment associé à un abonnement. Ouais. Et ce truc est intéressant parce que ça permet de manipuler la méthode Pomodoro manuellement. Je trouve ça assez sympa. C'est t'appuies dessus, enfin tu le mets, tu le poses sur ton bureau pour démarrer le minuteur selon le sens dans lequel tu le tournes. Ça déclenche des modes de concentration sur ton Mac. Ça lance des apps, ça coupe des apps, ça bloque des sites. Et donc il y a la minuterie. Tu le mets sur son dos pour lancer la pause entre deux Pomodori, et puis tu le renverses, tu le mets écran contre table pour l'éteindre. J'aime bien la physicalité de l'objet. C'est absolument inane de payer 169 balles pour ce gadget, avec encore une fois probablement un abonnement derrière. Mais j'aime bien cette idée de on va faire du numérique, mais du numérique qui passe par la physicalité, du numérique qui passe par les objets. Il y a quelque chose là-dedans. Donc au départ, j'avais mis que ce lien. Et puis tu veux que je parle de mon autre achat. Oui. Je voudrais que tu parles de ton achat qui... Attends, comment je peux l'introduire qui sera peut-être pas la clé à tous tes problèmes. Mais qui malgré... sa vision en noir et blanc apporte quelques nuances. C'est nul à chier, putain. C'est nul à chier. J'ai passé l'an dernier à me retenir d'acheter une guitare classique. Parce que je joue de la guitare depuis très longtemps. J'ai commencé par la guitare classique. Et j'avais envie de m'y remettre. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la suspicion que c'était pas le bon instrument. Et je me sens assez limité musicalement par la guitare. Et depuis quelques mois, je me dis que j'aimerais quand même bien apprendre à jouer du piano. Et comme d'habitude, avec ce genre de truc, je passe des mois à avoir l'idée dans la tête, et puis ça se résout en 48 heures. Et donc ça s'est résolu en même pas 48 heures, puisque je crois que je t'ai contacté un vendredi soir, et que j'avais commandé le samedi à 14h, un truc comme ça. C'était très rapide. J'étais en mode, ah ok, bon, fine. Et donc j'ai commandé un Roland, c'est FP10, c'est ça? Il me semble que c'est FP10, ouais, tout à fait.
qui est donc le piano numérique d'entrée de gamme de Roland. Et j'apprends à jouer du piano depuis donc une dizaine de jours. C'est pas mal. Je trouve ça assez passionnant de revenir à zéro. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je joue de la guitare. Ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 25 ans que je joue de la guitare. En même temps que Google est apparu, t'as joué de la guitare? Oh, waouh! Oh, merde! Ouais, non, ça fait littéralement 25 ans cette année que je joue de la guitare. Putain. Et ça fait 10 jours que je joue du piano. Et il y a des idées musicales que j'aurais pas eues avec 25 ans de guitare que j'ai déjà avec 10 jours de piano. Oui. Je suis assez partisan de la versatilité entre un instrument. Ouais. Je crois que c'est important. C'est vraiment plus. Enfin, on parle vraiment. Enfin, c'est ce mot littéral, quoi. C'est un instrument. Plus tu en as, plus tu as de moyens d'exprimer quelque chose. Et tu vois, c'est drôle, mais tu vois comment tout le système de notation de la musique occidentale est fait autour du piano. Oh, tellement. Et Dieu merci, ça m'arrange tellement. et des choses comme la tierce et la quinte qui à la guitare, t'as toujours des doutes selon où t'es dans le manche et sur quelle corde tu es. Ce sont des choses absolument évidentes sur un piano. Et c'est drôle, c'est drôle. C'est absolument frustrant évidemment pour les guitaristes, mais c'est drôle. Là, j'ai été attiré par le piano très vite parce que le son, déjà rien que ça, et puis la gratification immédiate, quoi. Pas besoin de savoir comment appuyer parce que t'appuies, t'as le son directement. Et de là, tu peux aller relativement facilement, tu peux faire des choses, quoi. Évidemment, ce qui manque après, c'est le travail régulier, quoi, mais c'est autre chose. Et je me suis mis comme défi d'utiliser uniquement l'iPad avec le clavier. Et donc j'ai acheté une méthode que j'ai sur l'iPad. Ce qui est assez agréable d'ailleurs, c'est que c'est une vieille méthode, c'est une méthode Alfred là qui est éditée sur papier depuis des décennies. Et ils ont fait une version numérique vraiment pas mal avec des clips audio, des clips vidéo dedans. Okay. Donc chaque leçon est répétée 3 fois, quoi, en texte, en audio, en vidéo. Et je trouve ça plutôt pas mal foutu. Et je me demandais, ce serait quand même sympa, comment est-ce que je fais pour enregistrer, quoi, puisque c'est un clavier aussi MIDI. Et donc j'avais commencé à faire, pour pouvoir justement m'enregistrer et me réécouter pour pouvoir retravailler le lendemain. J'avais commencé avec GarageBand, et voilà. Et voilà qu'Apple nous annonce Logic pour iPad. C'est con parce que, tu vois, le fait est que GarageBand sur iPad est suffisant pour mon usage. aka inexistant, et qu'en plus tu peux ensuite exporter les projets GarageBand sur le Logic et tout ça, sans trop de problème. Ouais. Mais il y avait toujours une passerelle qui manquait parce que ce que tu crées dans GarageBand n'était pas forcément modifiable facilement dans Logic, ne serait-ce que les smart instruments par exemple. Impossible de rejouer ça sur l'ordinateur après, quoi. Et là, du coup, avoir ça sur l'iPad, c'est une des nouvelles Apple qui m'a mis des étoiles dans les yeux, quoi. C'est un des... Franchement, c'est génial. Je suis ultra content, quoi. Évidemment, il faut que j'achète un iPad, du coup. Mais... c'est vraiment dommage. Flûte, alors, zut, comment j'avais fait? Et enfin... Alors, tout a l'air génial. Enfin, évidemment, il faut voir si les VST suivent, parce que c'est l'usage... Il y a quand même déjà beaucoup de plugins dans l'App Store. Ouais, mais c'est pas ceux que j'utilise. Oui, d'accord. Non, mais moi, par exemple, qui utilise Isotope pour des trucs, là, clairement, on va pouvoir aller se brosser avant que ce soit dispo sur iPad. Certes. Mais ouais, ceux que j'utilise de mon côté, je pense qu'ils vont venir bientôt. C'est des boîtes qui sont... Contact, c'est évident qu'ils vont venir. Voilà, quoi. Mais, ouais, surtout l'intégration de toute l'intelligence du tactile et de l'usage du pencil aussi. C'est ça. Ce que je trouve enthousiasmant, c'est qu'ils ont repris peut-être 90% de l'application Mac, mais il y a 20% en plus qui sont des trucs qui appartiennent qu'à l'iPad. Et donc, quelque part, c'est 110% de l'application Mac. Exactement. Rien que dans la petite vidéo, le fait de pouvoir faire les courbes d'automatisation, ouais. Au pencil, ouais. Génial. Pouvoir jouer ta basse directement dans le truc. Oui, quoi. Non, j'ai très très hâte. Mais pareil, poser un beat ou caler un métronome au doigt, c'est absolument évident. C'est non, ça. En fait, l'annonce m'a fait réaliser à quel point ça manquait, en fait. Et je suis très content de l'essayer bientôt. Ouais.
A priori, le seul truc qu'ils ont pas fait... Alors, ce qui est vraiment intéressant avec donc Final Cut et Logic, c'est qu'en fait, ils ont prévenu personne. Donc, il n'y avait pas d'embargo ni rien, donc toute la presse mondiale l'a appris en même temps. Par contre, dans la journée, ils ont fait des briefings. Ok. Et donc, il y a quelques journalistes américains qui ont eu des briefings. J'espère que nous, on aura des briefings dans les jours qui viennent. Et a priori, par exemple, une occasion qu'ils ont manqué, j'utilise Ferrite pour monter le podcast sur iPad. Et un truc qui est sympa, c'est que tu as des raccourcis gestuels. Tu peux mettre en pause ou changer la vitesse de lecture, un truc comme ça, avec des combinaisons de doigts sur l'écran. Ça, a priori, tu ne l'as pas dans Logic. Mais franchement, si c'est le seul truc qui manque, ok. D'accord. Ça pourrait toujours venir après, quoi. Enfin, le seul truc qui m'inquiète en fait là-dedans, parce qu'il en faut bien un, c'est que Monsieur GarageBand est parti. Et je pense que c'était son travail. Je pense que c'est lui qui a fait ça beaucoup. Et oui, peut-être. Et enfin, du coup, voilà, qu'il parte alors que ça sort, ça m'attriste un petit peu, quoi. Mais bon. Et c'est quoi? C'est 49 balles par an, il me semble? Un truc comme ça, enfin, c'est... Donc il faut 4 ans avant de rattraper une licence de Logic. Ouais. C'est 4 balles par mois. Je pense que pour aussi tout un tas de musiciens jeunes ou de musiciens désargentés, pouvoir prendre un mois de Logic par-ci par-là, c'est extraordinaire. Génial. Extraordinaire. Enfin, genre, personne... Enfin, aujourd'hui, t'es musicien, t'as un iPad. Déjà, t'avais un iPhone avec GarageBand, c'était déjà énorme. Parce qu'il y a des artistes, enfin des vrais artistes avec des vrais labels et tout ça qui utilisent GarageBand sur iPhone. Faut pas oublier ça. Et là, t'as un studio, quoi. Enfin, même la qualité de... Enfin, un de mes potes chanteurs, justement, me faisait écouter ce qu'il enregistrait avec le microphone des AirPods filaires, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, la qualité est extraordinaire. Et non, il y a tout. Il y a absolument tout. Ouais, Enfin, c'est cool. Ça fait du bien de voir qu'il y a des possibilités de bicyclette encore dans la tech.